En 435, l'insurrection des paysans en Gaule est devenue menaçante pour la domination romaine. Les Wisigoths ont utilisé cette circonstance pour élargir leur zone de contrôle. Les Burgondes ont tenté de s'emparer de la Belgique. Aetius était donc obligé de passer beaucoup de temps en Gaule. Placitia saisit cette occasion, arrive à Ravenne et organise avec hâte la cérémonie de remise de la toge virile à Valentinien. Il a tout juste 16 ans. Cela se poursuit par les fiançailles de Valentinien avec Eudoxie, fille de l'empereur Théodose. Elle a 3 ans de moins que son fiancé. Dorénavant, Salvien pourra être plus tranquille pour la sécurité personnelle du jeune empereur. Pendant son service comme officier de la garde impériale, il a bien fait connaissance avec la vie de la cour et discuté à plusieurs reprises avec Valentinien, qui a pour lui des sentiments presque fraternels. Personne n'est toujours au courant qu'ils sont, en fait, parents. Salvien avait beaucoup de temps pour penser et analyser la situation. Après la paix de Margome, il était devenu courant d'entendre que les 5 puissances principales du monde étaient l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, l'Empire du Nord d'Attila, la Perse et l'Empire lointain des Chinois. Pourtant presque personne ne savait, sauf de très rares observateurs et voyageurs attentifs ou informés comme Salvien, que la Chine était gouvernée par les Tabgatch et qu'il existait l'État puissant des Joujans. Le rêve de Salvien était la renaissance de l'ancienne gloire et de l'unité de l'Empire romain. Il parlait beaucoup des héros anciens et des grands empereurs avec Valentinien, qui avait, lui aussi, le même rêve. Le jeune empereur disait que ses enfants auraient le droit légal d'accéder au trône de l'Empire romain d'Orient et, ainsi, la réunification des 2 empires romains serait tout à fait possible. Alors ces enfants écraseraient tous ces barbares puants et puniraient les paysans insurgés. Mais, aujourd'hui, c'est le moment des efforts diplomatiques et des ruses. Il faut déjouer ce perfide Aetius, trouver des preuves incontestables de son complot avec Attila en vue de la création avec lui d'un empire romano-eunique. Salvien tentait de persuader le jeune empereur que la création de l'union romano-eunique retirerait l'empire de la crise, et cela pouvait se produire avec un partage des rôles particulièrement avantageux pour les Romains. Comme les uns ne veulent que la possession de la grande steppe et la gloire des défenseurs de la future union, les administrations publiques et les finances seraient aux mains des Romains. Tous les deux étaient d'accord qu'Aetius était très dangereux. Au cours de conversations sincères, Valentinien rêvait de régler les comptes avec Aetius à la première occasion, après avoir eu la preuve de ses projets criminels. Salvien disait qu'Aetius n'était fort que grâce au soutien des Huns et qu'il suffisait de bien prouver à Attila sa perfidie pour transformer ce général, qui se considère aujourd'hui maître de l'Empire, en cadavre politique. On décide que Salvien parte pour la Gaule à l'état-major d'Aetius comme officier de liaison de l'empereur, qui, après avoir revêtu sa toge virile, souhaite être au courant des affaires de son patrice et commandant de ses armées. Aetius rencontre Salvien avec un air tout à fait bienveillant. Pendant votre mission précédente, nous avions l'habitude d'examiner et de discuter de vos rapports à la régente avant que vous ne les envoyiez. Vous vous êtes montré observateur honnête et objectif. Je compte que, cette fois aussi, nous nous entendrons bien. En 436, Salvien est devenu le témoin de la victoire d'Aetius et des Huns sur les Burgondes qui essayaient d'envahir la Belgique. Les Burgondes ont perdu 20 000 guerriers et sont obligés d'accepter de vivre en Savoie et de prêter serment de fidélité aux Romains. C'était pour Salvien un signe incontestable du succès d'Attila qui contrôlait maintenant toute l'Europe du Nord. Pendant ce temps, l'armée des Wisigoths du roi Théodoric assiège Narbonne.
Après un long siège, les habitants, réduits par la famine aux dernières extrémités, voient que leurs murs commencent à céder aux coups de bélier et aux tirs des catapultes. Enfin, après la défaite des Burgondes, vient l'armée des Huns, sous le commandement d'Essius, qui vainc les Visigoths sous les murs de Narbonne. Chaque cavalier transporte, sur la croupe de son cheval, 2 sacs de farine pour les citadins terriblement affamés. Salvien apprend à Lyon qu'un éditeur du nom d'Attilius a rencontré Attila en Italie pendant ses années d'études. Il visite sa boutique et rencontre Rustique, fils de l'éditeur, qui lui explique « Mon père est actuellement malade et ne peut pas discuter avec vous. J'ai voulu récemment visiter la Heunie avec une lettre de sa part pour Onège. J'ai dû rentrer de Constantinople en apprenant la maladie de mon père. Heureusement, j'y ai rencontré une ambassade des Huns, dirigée par Scotta, frère d'Onégèse. Il a été gentil avec moi et m'a promis de transmettre la lettre de mon père à son frère. On discute de la situation en Gaule et de la défaite des Burgondes qui sont maintenant installés par Essius non loin de Lyon. Rustique raconte. Scotta dit que dorénavant aucun peuple barbare ne sera autorisé à quitter l'Empire du Nord et à pénétrer sur le territoire romain. Salvien précise, à condition que les relations entre les Huns et les Romains restent amicales. Rustique lui propose d'acheter un nouveau livre. C'est un livre qui décrit bien les relations avec les Romains et les barbares. L'auteur s'appelle Salvien, comme vous. Il est prêtre. On dit qu'il est maintenant évêque de Marseille. Salvien ouvre le livre au milieu et lit « Nous plaçons notre espoir dans les Huns et les Huns placent le leur en Dieu.